Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je propose de découvrir ensemble le protocole SSH. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être d'apprendre comment le protocole SSH ça marche et comment transformer une machine en serveur. Mais avant de commencer, vous savez qu'on peut utiliser notre machine à distance, même si l'on est à des centaines de kilomètres de la machine. Par exemple, si j'habite à Madrid, je peux utiliser et bien contrôler un ordinateur sous Linux situé à Osaka au Japon, par exemple, grâce à l'Internet. Mais les données qui passent entre le premier ordinateur qui se trouve à Madrid et le deuxième à Osaka vont être cryptées et sécurisées grâce à un protocole qui s'appelle le protocole SSH. Alors, dans cette formation, nous allons pas seulement découvrir la connexion à distance, mais nous allons aussi essayer de comprendre comment cela fonctionne et comment les données sont sécurisées grâce au protocole SSH. Mais avant de commencer, on doit savoir que signifie la notion serveur, parce qu'on va l'utiliser beaucoup dans notre formation. Qu'est-ce qu'un serveur? Un serveur est un ordinateur qui reste allumé et connecté par Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un ordinateur semblable au vôtre, mais plus puissant et rapide. Et le principe d'un serveur, comme on a dit, c'est de rester allumé et connecté par Internet 24 heures sur 24 et offre des services. Par exemple, on a des serveurs web, des serveurs messagerie, des serveurs game, etc. Et pour le plan qu'on va suivre dans notre formation, pour découvrir le protocole SSH, c'est premièrement, on va commencer par le protocole Telnet. Pourquoi on a choisi le protocole Telnet? Parce que c'est le premier protocole avant le protocole SSH. Et pour bien comprendre le principe du protocole et comment ça marche. Deuxièmement, pourquoi faut-il sécuriser les échanges entre une machine client et une machine serveur? Après, comment fait SSH pour sécuriser les échanges? Comment utiliser SSH concrètement? Et finalement, le côté pratique. On va voir comment rendre ma machine un serveur SSH et comment je peux utiliser à distance par mon téléphone portable par exemple et aussi avec mon ordinateur. Le Telnet. Le Telnet est un protocole vraiment intéressant de savoir comment il fonctionne. Avant de passer à la définition, il est important de savoir la signification du mot Telnet. Que signifie le Telnet? Le tel signifie le terminal et le net signifie le network. Un terminal network. Alors, qu'est-ce qu'un protocole Telnet? Telnet est un protocole utilisé sur le réseau TCP/IP qui permet de communiquer avec un serveur ou un client en distance. Autrement dit, l'échange des clés de chiffrement en début de connexion. Le Telnet a créé en 1969. Elle est très ancienne. C'est un protocole non sécurisé. Les informations transitant n'étant pas cryptées contrairement à l'SSH. C'est-à-dire, on peut avoir la fonction de piratage pendant la transmission et la communication des informations entre le client et le serveur. Utilisation de protocole Telnet. Une des utilisations majeures de la commande Telnet était de se connecter avec un serveur Telnet qui demandait un identifiant puis un mot de passe et donner une ligne de commande sur la machine distante en échange. Pour cela, il est nécessité de lancement un démon sur la machine hôte, souvent appelée Telnet-T. Cette utilisation est progressivement devenue marginale car le protocole Telnet n'est pas sécurisé. C'est-à-dire, il y a un risque de piratage pendant la transmission des informations entre le serveur et le client. D'autres utilisations, on peut avoir l'accès d'une machine distante pour lire ou écrire un fichier et aussi accès à distance pour configurer un équipement réseau, par exemple un switch ou un routeur. Alors, maintenant, comment ça fonctionne le Telnet?
La connexion entre les machines passe par distance ou la communication base sur la communication en distance, utilisation de port 23 et l'identification. Identification, c'est-à-dire le username and le password. Lorsque un client connecte à un serveur ou un routeur via un protocole Telnet, ce dernier utilise le port 23, soit sur l'émetteur et le récepteur, c'est-à-dire soit sur le Telnet client ou le Telnet serveur, ou le contraire. Le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ici, la fonction de piratage. La fonction est vraiment non sécurisée. Ici, une pirate aurait la possibilité d'écouter tout ce qui passe au réseau et donc avoir la possibilité de l'interception de toutes vos données, tout ça à cause de manque de cryptage. Ce dernier, on va le voir comment ça fonctionne à la suite avec un serveur SSH. Et maintenant, je vais vous montrer comment activer le Telnet sur votre Windows. On va cliquer sur Poste de travail ou ordinateur. Après, clic droite, puis Propriétés. Après, Page d'accueil et Panneau de configuration. Après, vous avez cliqué sur Désinstaller un programme. Après, vous allez cliquer sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Après, vous patientez. Après, vous cochez le client Telnet. Après, OK. Alors, Windows a effectué les modifications demandées. C'est bon? Fermez, fermez, fermez. On clique sur clavier Windows R. On tape CMT. Après, OK. On tape Telnet. Après, vous avez tapé une point d'interrogation. Après, comme vous voyez, le terminal CMT a donné toutes les commandes qu'on peut les utiliser en Windows avec ce protocole Telnet. Et voilà, on a terminé l'explication du protocole Telnet et on va passer maintenant à l'explication du protocole SSH. Alors maintenant, on va essayer ensemble de découvrir comment le protocole SSH sécurise les données qui passent entre une machine client et une machine serveur. Mais avant tout ça, on va définir qu'est-ce qu'un protocole SSH. On va commencer par qu'est-ce qu'un protocole. Un protocole en informatique est un ensemble de règles qui régissent les échanges de données ou le comportement collectif de processus, ou bien un ensemble d'ordinateurs en réseau. Mais on peut dire pour que deux ordinateurs communiquent entre eux en réseau, ils doivent utiliser le même protocole. C'est un peu comme une langue. Et pour SSH, c'est une abréviation du Secure Shell. Alors SSH est la solution pour sécuriser les données qui passent entre une machine client et une machine serveur. Et aussi pour l'empêcher d'intercepter les données qui transmettent entre le client et le serveur par des pirates. Alors comment on va chiffrer ces données? Pour chiffrer ces données, on va utiliser deux catégories de chiffrement. On a les chiffrements symétriques et les chiffrements asymétriques. On va commencer avec le chiffrement symétrique.
C'est la méthode de chiffrement la plus simple à comprendre. Avec cette méthode, on utilise une clé pour chiffrer les messages. Par exemple, imaginons qu'un client veut envoyer un message. Alors ce message sera crypté avec une clé. On va prendre par exemple comme clé Open. Voilà notre message est crypté avec la clé Open grâce à des algorithmes de cryptage. Et après, si on veut décrypter notre message, on va utiliser la même clé Open. Voilà un exemple. Notre message chiffré, on va le déchiffrer avec la clé Open. Et voilà, notre message est bien déchiffré. Alors, les deux machines qui chiffrent et déchiffrent doivent connaître la clé. Mais si un pirate intercepte un message chiffré, il ne peut rien faire s'il ne connaît pas la clé secrète pour qu'il puisse déchiffrer le message. Alors, pour que ce chiffrement symétrique ça marche, le client doit envoyer la clé secrète vers le serveur. Mais le problème, si un pirate utilise des logiciels du scan sur le réseau, il peut voir la clé qui est Open. Alors le pirate, il va déchiffrer tous les messages chiffrés qui passent sur le réseau, car la clé est envoyée en clair au début. Alors le chiffrement symétrique est puissant, mais il y a un gros défaut. C'est pour ça on va utiliser le chiffrement asymétrique pour qu'on peut chiffrer le message secret. Le chiffrement asymétrique. Ce type de chiffrement utilise une clé pour chiffrer et une autre pour déchiffrer. Par contre, le chiffrement symétrique utilise qu'une seule clé à la fois pour chiffrer et pour déchiffrer. Alors qu'on a dit, il y a donc deux clés. Une clé qui s'appelle la clé publique et l'autre clé s'appelle la clé privée. La clé publique sert seulement à chiffrer et pour la clé privée, il sert seulement à déchiffrer. Ces deux clés sont générées automatiquement par un ordinateur. Prenons par exemple un ordinateur qui va générer une clé publique et une clé privée qu'on va utiliser prochainement dans les prochaines opérations. Comme exemple, on va prendre un message et on va le crypter bien sûr grâce à la clé publique déjà générée par l'ordinateur. Et grâce aussi des algorithmes de cryptage, notre message sera crypté. Alors si on veut décrypter le message, on va utiliser bien sûr la clé privée déjà générée par l'ordinateur. Et voilà, notre message est bien décrypté. C'est pour ça qu'on appelle ce type de chiffrement un chiffrement asymétrique. Parce qu'il faut deux clés différentes. L'une pour chiffrer et l'autre pour déchiffrer. Et pour la clé publique peut être transmise en clair sur le réseau, ce n'est pas grave si un pirate l'intercepte parce que cette clé sert seulement à chiffrer les messages. Mais dans le chiffrement symétrique, c'est un problème. Parce que si un pirate a connu la clé symétrique, il peut chiffrer et déchiffrer tous les prochains messages. Alors le SSH combine les deux méthodes de chiffrement. Les chiffrements asymétriques et aussi les chiffrements symétriques. Et maintenant, on va voir les étapes de la création d'un canal sécurisé avec SSH entre une machine client et une machine serveur. La machine serveur génère deux clés. Une clé privée bien sûr pour déchiffrer les messages et une clé publique pour chiffrer les messages. Alors la machine serveur envoie la clé publique vers la machine client. Et même si un pirate a connu la clé publique, mais désolé pour lui, elle sert seulement à chiffrer les messages. Après la reçue de la clé publique depuis le serveur, la machine client génère un code symétrique. Oui, un code symétrique. On va prendre par exemple comme code Open. Après, il crypte la clé symétrique grâce à la clé publique déjà reçue par le serveur. Voilà notre clé symétrique Open cryptée. Et si un pirate a connu la clé, mais il doit aussi connaître la clé
public pour qu'il peut déchiffrer ce message. Après, ce message sera envoyé vers le serveur. Ce serveur, qu'il connaît déjà la clé privée pour déchiffrer ce message, ainsi la clé publique, parce que c'est lui qui a envoyé la clé publique vers la machine client. Il va utiliser la clé privée pour décrypter la clé symétrique. Et voilà, maintenant, le serveur a connu la clé symétrique. Maintenant, le client et le serveur connaissent tous les deux la clé symétrique. Et ils peuvent donc s'envoyer des messages chiffrés de manière symétrique en toute tranquillité. Alors maintenant, on va passer à la côté pratique et on va voir comment transformer ma machine en serveur et comment se connecter via SSH à partir d'une machine Linux ou Windows et aussi par mon téléphone portable. Assez de théorie et passons maintenant à la pratique. Maintenant, on va essayer ensemble de voir comment transformer votre ordinateur en serveur. Alors, il faut tout simplement installer le paquet OpenSSH Server. Pour OpenSSH est un ensemble d'outils libres pour établir des communications chiffrées, bien sûr, entre une machine client et une machine serveur, sur un réseau informatique grâce au protocole SSH. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement taper dans votre terminal cette commande pour installer le paquet OpenSSH. Voilà. On tape Y pour continuer. Pour ces noms-là, désolé pour ces mots, sont les noms des algorithmes du chiffrement asymétrique. Et là, c'est l'étape de la création d'une clé privée et clé publique pour chaque algorithme. Voilà, l'installation est terminée, notre serveur est bien installé. Alors, pour démarrer notre serveur, il suffit de taper cette commande. Voilà, notre serveur est bien démarré. Si on veut arrêter notre serveur, il suffit de taper cette commande seulement, on change Start avec Stop. Voilà, le serveur est bien arrêté. Si on veut seulement redémarrer notre serveur, on doit taper Restart. Voilà, maintenant tout est clair, je crois. On a fait comment installer le paquet OpenSSH Server, comment démarrer notre serveur, comment l'arrêter et comment le redémarrer. Pour notre serveur, il existe une configuration. Si vous voulez le voir, il suffit de taper cette commande, mais autant que vous êtes des débutants, c'est pas la peine de la modifier. Edit, etc, SSH, config. On attend un petit peu. Voilà la configuration de notre serveur. Alors, si vous voulez savoir que signifient les options dans ce fichier SSH config, il suffit de taper une commande qu'on va le voir bientôt. Ici, c'est le port. C'est préférable de changer le port parce que c'est un port par défaut. Alors, c'est mieux si vous voulez connecter avec votre serveur dans un réseau non local, je conseille de modifier le port en mesure de sécurité. Alors, pour voir le manuel de votre ou bien de SSH config, il suffit de taper man SSH config. Cliquez sur Entrée et vous aurez le manuel complet sur le SSH config. Voilà, ici vous trouvez chaque option de votre fichier SSH config bien expliqué. Si vous voulez le modifier ou bien faire des modifications sur votre config. Alors maintenant,
notre machine est désormais un serveur SSH. Vous pouvez y connecter partout, depuis n'importe quel ordinateur, sous Linux ou sous Windows, à condition d'ouvrir le port. Et pour ouvrir le port, il suffit de chercher par Internet car chaque routeur est son méthode. Alors maintenant, on va voir comment se connecter via SSH à partir d'une machine Linux. Alors maintenant, on va voir comment se connecter via SSH à partir d'une machine Linux. Alors, pour que je peux connecter à un serveur SSH, je dois installer le paquet OpenSSH client. Mais la plupart des ordinateurs, le paquet OpenSSH client est déjà installé. Pour vérifier, seulement tapez cette commande ssh-v. Si vous avez ce message, cela signifie que le paquet OpenSSH est déjà installé. Sinon, si vous voulez installer seulement le paquet OpenSSH client, il suffit de taper cette commande dans votre terminal. Voilà, il me dit que vous avez déjà installé ce paquet. Alors maintenant, tout est prêt. Alors, pour que je peux connecter à mon serveur ou bien à un autre serveur SSH, on va utiliser la commande suivante. SSH login IP-p port. Voilà. Ça, c'est la forme du commande. Ici, à la place du login, je dois mettre le nom d'utilisateur de la machine serveur. Ici, l'adresse IP de la machine serveur, bien sûr. Et ici, le port du serveur SSH. C'est le port qu'on a vu dans le fichier SSH config. Alors, à mon cas, je vais mettre à la place de login Ubuntu. Désolé. Et à la place de l'adresse IP, je vais mettre localhost parce que je travaille dans un réseau local. Si vous travaillez dans un réseau non local, vous devez mettre l'adresse IP de la machine serveur. Pour savoir votre adresse IP, il suffit de taper sur Google mon adresse IP. Il y a plein de sites qui vous donnent votre adresse IP. Et bien sûr, sans oublier d'ouvrir le port dans votre routeur, comme j'ai dit. Pour le port, vous devez mettre le port que vous avez choisi. Comme j'ai dit, il est préférable de changer le port en mesure de la sécurité. Voilà, mon port c'est 22. On clique sur Entrée. Il me demande de taper le mot de passe de la session ou bien de l'utilisateur dans mon machine serveur. Je vais mettre mon mot de passe. Et voilà, maintenant, nous sommes connectés avec le serveur. Et on peut utiliser les commandes de Linux, bien sûr. Et vous pouvez effectuer toutes les opérations que vous voulez, comme si vous étiez chez vous. Alors maintenant, on va voir comment connecter en SSH à partir d'une machine Windows. Alors, si vous voulez voir accès ou bien si vous voulez avoir accès à la console de votre machine Linux serveur à partir d'une machine Windows, il suffit de télécharger un logiciel qui s'appelle Putty. C'est un logiciel libre et je vais laisser le lien de téléchargement en bas de la vidéo. Alors, on va travailler maintenant avec le logiciel Putty. Comme j'ai dit, c'est un logiciel libre. Ici, c'est très simple. On a ici hostname or IP address. Ici, on doit mettre l'adresse IP de machine serveur. Notre adresse, parce que je travaille dans un réseau local, je dois mettre ça. Ou bien localhost. Pour le port, je travaille avec le port par défaut, c'est 22. Alors là, c'est le type de connexion. On a Telnet, SSH, etc. On va sélectionner SSH, c'est déjà sélectionné par défaut. On clique sur Open. Alors, si vous avez ce problème, seulement on doit faire des réglages sur le côté réseau de l'application VirtualBox. Vous devez aller ici, sur le paramètre de réseau. Après, avancer. Redirection de port. Alors maintenant, on va ajouter un port sous le nom SSH. Et pour le protocole, on va choisir TCP. Pour le port hot, on va choisir par exemple 2022. Et pour le port invité, on doit mettre le port du serveur SSH qu'on a choisi dans le SSH config.
Dans mon cas, c'est 22. On clique sur OK. Voilà. OK. Maintenant, c'est bien. En revenant sur notre logiciel petit, on va mettre l'adresse locale. Pour le port, on doit mettre le port hot qu'on a choisi ici. Voilà. Voilà, le port hot, c'est 2022. À la place de 22, on doit mettre maintenant 2022. Ah, désolé, j'ai tapé 2002. Voilà. 126. Je vais mettre localhost 2022. Voilà, il m'affiche un message de confirmation comme on a dans le OpenSSH client. Je clique sur oui. Voilà, login as, je vais mettre le nom d'utilisateur de la machine serveur. Dans mon cas, c'est Ubuntu. Après, le mot de passe. Maintenant, nous sommes connectés à notre serveur SSH grâce à ce logiciel petit sous Windows. Maintenant, je peux utiliser toutes les commandes que je connais sur Linux, ls par exemple, cd, racine. Voilà, maintenant, je travaille sur mon serveur grâce à ce logiciel petit sous Windows. Alors maintenant, Dans cette partie, on va voir quelques commandes et comment travailler avec eux sur un serveur SSH. On va d'abord lancer notre terminal sur Ubuntu. Premièrement, avec n'importe quelle chose, on va d'abord installer le serveur dans le terminal de Ubuntu. On va taper sudo apt install open ssh serveur. Il va demander le mot de passe, on va le entrer. OK. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, on va taper if config pour avoir l'adresse IP. Voilà l'adresse IP. On va faire copier et on va lancer le logiciel qui s'appelle Petit. Vous devez le télécharger. On fait coller. On va essayer de se connecter sur ce logiciel pour avoir un terminal client. Après, open. On va cliquer sur non. Voilà. Le login, c'est Ubuntu. OK. Le mot de passe. Voilà, welcome to Ubuntu. On va vérifier la connectivité entre logiciel et le serveur. On va par exemple pvt, voilà, Ubuntu. On va le taper. La même chose sur le terminal de Linux de Ubuntu.
pour vérifier. Voilà, comme vous le voyez, c'est la même chose. Et maintenant, on va fermer le terminal. On va travailler avec celle-là. On va commencer avec des commandes de base. Par exemple, la commande CD. C'est une commande qui permet de se déplacer vers le répertoire spécifié. Par exemple, j'ai un fichier. On va essayer de créer un fichier qui s'appelle mkadir momo, par exemple. Voilà. C'est une commande qui permet de déplacer vers le répertoire spécifié. Pour fermer le répertoire, on va faire cd. Alors, il y a une autre commande cd tirer. C'est une commande qui permet de remettre dans le répertoire où vous étiez précédemment. Voilà. Le répertoire de précédent, c'est moment. Voilà. Et il y a une autre commande cd espace 2 points. Cette commande permet de déplacer un niveau plus haut. Voilà. Le premier répertoire. Il va entrer sur le premier répertoire. Alors maintenant, on va voir la commande ls. La commande ls, c'est une commande qui permet de lister tous les fichiers du répertoire ou du répertoire présent. Voilà. Ubuntu. On va voir la commande ls-a. C'est une commande qui permet de lister tous les fichiers et répertoires dans le répertoire précédent, inclus les fichiers cachés. Voilà. Ubuntu 2 points, etc. ls-al ou bien -l. C'est une commande qui permet de lister tous les fichiers du répertoire présent de manière structurée. Entrée, voilà. Il va donner le path, le nom, la date et l'heure, etc. ls-al. C'est une commande qui permet de lister tous les fichiers du répertoire présent de manière structurée, inclus les fichiers cachés. Voilà, entrée. Voilà. Maintenant, on va passer aux commandes, aux nouvelles commandes qui s'appelle du. Du, c'est une commande qui permet de indiquer l'utilisation de l'espace disque. Voilà. Il va donner l'espace disque de chaque répertoire. Par exemple, du -h. C'est une commande qui permet de indiquer l'utilisation d'espace disque par répertoire en format lisible. Voilà, entrée. Voilà, vous le voyez. 4 kilos par exemple, 16, 20 mégas, etc. Maintenant, je vous donne un exemple d'une commande combinée. Par exemple, du espace -la étoile. Du -la espace étoile. Voilà. Voilà. C'est une
commande qui permet de retourner la taille de tous les fichiers dans le répertoire présent ainsi que c'est sous répertoire. Voilà. Le répertoire et le sous-répertoire. Une commande sort -n. C'est une commande qui permet de trier les résultats en ordre de grandeur décroissante. Et il y a une autre commande, tile -15. C'est une commande qui permet de imprimer uniquement les 15 derniers résultats correspondant aux 15 plus gros fichiers. On passe à une autre commande qui s'appelle cp. C'est une commande utilisée pour copier les fichiers. Par exemple, je veux copier un fichier dans un répertoire, dans un nouveau répertoire ayant un nouveau fichier. Je vais utiliser la commande suivante. Par exemple, cp/. Je vous donne un exemple. Généralement, et vous utilisez chemin fichier point par exemple. Vous avez le renommé /home/ nouveau chemin /nouveau fichier .ext. Alors, comme j'ai dit dernièrement, cette commande permet de faire une copie du fichier ext du répertoire home chemin dans le répertoire home nouveau chemin ayant le nom nouveau fichier. D'accord? On va voir maintenant une autre commande. C'est une commande qui s'appelle mv. mv, c'est une commande utilisée pour déplacer ou renommer un fichier. La façon, c'est la même que j'ai déjà montré, c'est la même que cp, la même commande. On va voir maintenant une nouvelle commande. C'est une commande qui permet de supprimer un fichier. C'est une commande qui s'appelle rm. On va créer un fichier et on va essayer de le supprimer. Par exemple, Kadir Soso. Alors, ls, on va cd mkadir Soso, par exemple, ls. Voilà. On va essayer de le supprimer. On va faire rm dir so. Voilà. ls. Voilà. Il a supprimé dans le répertoire. On va voir maintenant une commande qui s'appelle find. Find, c'est une
commande qui permet de rechercher les fichiers. Voilà, il va faire une recherche de tous les fichiers. Une autre commande qui s'appelle last. Last, c'est une commande qui permet d'imprimer à l'écran les quelques dernières connexions au serveur et le moment qu'elles ont été effectuées. Voilà, entrée les derniers réseaux. Les derniers serveurs, pardon. Last moins 20. C'est une commande qui permet d'indiquer uniquement les 20 derniers réseaux. Voilà, entrée. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une nouvelle commande, last, moins 20, moins AI. C'est une commande semblable à la commande précédente, sauf que cette variante indique l'adresse IP au lieu du nom du serveur. Voilà, entrée. Il a indiqué l'adresse IP au lieu de le nom du serveur. Alors, une autre commande W. C'est une commande qui permet d'imprimer à l'écran l'information des connexions actives au serveur. Voilà. Il y a une autre commande semblable à cette commande W qui s'appelle WHO. WHO. C'est une commande semblable à la commande W, mais il permet d'indiquer uniquement l'utilisateur et l'heure et le nom du serveur à partir duquel la connexion était établie. Entrée, voilà. Seulement l'utilisateur et l'heure et le nom du serveur. Il y a une autre commande qui s'appelle net state. C'est une commande qui permet d'imprimer à l'écran toutes les connexions réseau actives. Voilà. Il va imprimer toutes les connexions réseau actives. Net state -rn. C'est une commande. Pardon. C'est une commande qui permet d'indiquer les tables de routage pour toutes les adresses IP assignées au serveur. Voilà. Il y a une autre commande qui s'appelle top. Top, c'est une commande qui permet de dresser une table de tous les processus actifs ainsi que leur utilisation en temps réel. Voilà. Il va dessiner un tableau de tous les processus. Il y a une nouvelle commande qui s'appelle PS. C'est une commande qui permet de lister les processus actifs ainsi que leur ID. Voilà. Il y a une commande qui s'appelle kill. Cette commande va permettre de forcer la fermeture d'un processus. Voilà. Et il va forcer la fermeture. Et voilà, notre formation a terminé. J'espère que vous allez bien comprendre le serveur SSH et comment travailler avec ces commandes. Merci pour votre attention et à bientôt.